Salut, je m'appelle Arthur Meurant et sous le pseudonyme du Mas, cela fera bientôt 10 ans que je suis critique vidéoludique. L'année passée, afin de marquer le 5e anniversaire de mon émission Critique Cruelle, j'avais décidé de vous parler de la manière dont je critique le jeu vidéo dans une vidéo qui s'appelle, je vous le rappelle, comment critiquer le jeu vidéo et non pas Critique Cruelle. Dans cet épisode-ci, très particulier, j'ai décidé de vous exposer mes réflexions autour d'un sujet tout aussi intéressant, c'est-à-dire la notion de culture geek. Je vais donc vous présenter maintenant mes réflexions sur la culture geek. Avant même de commencer, je vais vous faire un petit disclaimer, comme on dit d'habitude, c'est-à-dire une manière de se couvrir le cul en ayant la possibilité cependant d'avoir un discours assez soutenu. Je vais vous dire qu'effectivement, pour préparer cette vidéo, pendant une année durant, j'ai récolté des pensées qui me sont venues dans mon esprit autour de la question qui est donc la culture geek. Quelle est la différence entre la culture et la culture geek? Quel est l'angle qui fait que tout d'un coup, soudain, il y a plein de gens qui parlent de diverses choses comme la littérature, le cinéma à travers une vision très réductrice, je trouve, de ce genre de choses qui sont malgré tout des artefacts culturels, c'est-à-dire le genre d'objets, de l'esprit autour desquels on peut imaginer qu'il est judicieux de construire une civilisation, imaginez-le. Et ici, évidemment, je vais vous dire que l'intégralité de ce que je vais vous présenter ce soir n'est pas nécessairement quelque chose qui vous sera utile dans votre vie quotidienne, que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vous semblera particulièrement bouleversant d'un point de vue idéologique. Simplement, je vais vous dire ceci, c'est ma vision à moi des choses, et je vais dire ceci, je pense qu'elle vient d'un angle qui, comme d'habitude, un peu en biais par rapport à la plupart des réflexions autour de ce même sujet. Alors ici, nous allons commencer assez simplement avec un panneau qui va vous montrer des mots, et ces mots seront notre premier sujet de réflexion. Il est donc maintenant question de... Ah merde, c'est pas la bonne page. Mais de quoi est-il question De quoi est-il question? Et la question se pose, de quoi est-il question? Alors, à ma manière de voir les choses, il y a différences particulières entre la culture et la culture geek. Je me rends compte que je regarde pas la caméra, je suis en train de regarder les magnifiques livres qui sont ici assemblés, que vous pouvez certainement lire. Enfin, vous pouvez en lire les titres, mais vous ne pouvez pas les lire parce qu'il faudrait que je rentre à l'intérieur et que vous ayez la possibilité de voir. Peut-être vous les possédez, dans ce cas-là, vous avez déjà lu ces livres. Et je suis en train de parler pour ne rien dire, mais simplement, je veux dire ceci. Qu'il y a une différence particulière entre la culture et la culture geek. La culture geek, c'est bien entendu quelque chose qui est vendu à un public spécifique en utilisant une gigantesque plateforme qu'on utilise la publicité, qui était pourtant à la base... un substrat mental que les gens prenaient plaisir à voir. Et c'est maintenant un système où on vous vend des trucs qui sont des diverses jeux de différences minimes, qui sont, certaines personnes diront, un jeu de probabilités différentes autour de thèmes qui sont déjà établis dans la conscience collective. Donc, pour faire simple, c'est des goûts spécifiques et typés qui sont vendus de manière très 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 particulière et pointue à un public qui a de l'argent à dépenser dans des conneries, voyez-vous. Et ce n'est pas une mauvaise chose du tout, parce que je pense aussi, comme le disait Shakespeare, qu'il y a une manière de voir quelle est l'âme d'une personne, et cette âme de cette personne, c'est ce qu'il a d'accessoires. Tout le monde mange, tout le monde respire, tout le monde va aux chiottes, tout le monde baise, tout le monde prend plaisir à vivre, c'est évident, mais la petite portion de luxe dans la vie des gens, ce qu'ils aiment se payer, qui est leur petit, certains diraient jardin secret, certains d'autres diraient morceaux spécifiques de leur culture personnelle, sont bien entendu une bonne manière, un bon indice de voir quelle personne vous êtes. Par exemple, si vous prenez une folle envie à regarder des slashers, j'ai dans l'idée que vous y prenez certains plaisirs esthétiques, mais que d'une certaine manière, vous aimez aussi vous faire peur. Et que soit vous êtes extraordinairement macho muy bien dans votre petite personne, soit vous êtes alors un tout petit peu craintif, vous aimez bien jouer à vous faire peur. Donc voilà. De quoi est-il question? Il est question d'un type de culture très spécifique qui a été, d'une manière ou d'une autre, vendu à un public qui l'est tout autant selon des goûts qui sont établis dans la conscience collective. Vous remarquerez que généralement, n'est vraiment iconique dans le domaine de la culture geek que des choses qui sont arrivées au plus tard dans les années 80.
Dans les années 90, on a toute une nouvelle génération de trucs qui sont en train de sortir, parce que actuellement la génération qui consomme ces vidéos, la génération de gens qui parlent sur ces vidéos, bref, le public de maintenant est né dans les années 90 sur Internet. Ce qui fait aussi ce côté amnésique qu'a l'Internet, c'est que, oh non, toute la nouvelle génération a oublié ce que la génération précédente avait essayé de lui apprendre, parce que décidément, ils n'étaient pas nés à l'époque, et des trucs comme ça. Voilà. C'est donc une réponse à une demande. C'est pour ça que vous voyez actuellement cette espèce de retour rétro de le style des années 90 et Saved by the Bell, tout ça. Voilà, ça n'a rien de particulièrement grave. Mais il faut donc imaginer que c'est aussi un processus cyclique qui va en se régénérant. Et vous remarquerez que ce qu'il y a de plus iconique, c'est des choses qui tiennent depuis plus longtemps. Par exemple, Doctor Who lancé dans les années 60, James Bond lancé dans les années 60, Star Wars les années 70, Star Trek quelque part dans les années 60, je sais pas précisément quand. Des choses comme ça. Plus personne, par contre, ne se souvient du Shadow. C'était un personnage de radio. Et ça vous donne aussi une idée que tout ceci est donc des compacts moments de l'histoire publicitaire qui vous sont foutus dans la gueule avec cette incroyable capacité qu'on a bien entendu utiliser des médias. Mais l'intégralité de ce que vous voyez ici, cette manière de voir la culture geek d'une manière ou d'une autre, est l'invention d'un seul homme. Et maintenant, transition. Une invention, George Lucas. Je me suis aussi pris un Big Calculator. Alors je sais que c'est absolument ridicule parce qu'on ne le voit pas dans cette vidéo parce qu'elle est en noir et blanc, mais ça me permet de suivre plus aisément mon raisonnement et c'est certain de suivre le fil de cette terrible voix que j'entends la nuit dans ma tête et qui est celle du masque. Donc vous allez certainement deviner que l'intégralité de la chose que vous voyez actuellement dans le marketing de la culture geek repose autour d'un artifice qui a été inventé en 1977 ou en 1977 pour nous les Belges. Et vous le savez certainement, c'est l'invention d'un homme qui était particulièrement astucieux dans le domaine du marketing, c'est-à-dire George Lucas ou George Lucas. Et c'est un homme qui en 77 a donc eu la terrible envie de réaliser un film en particulier qui se trouvait pas être THX, machin truc ou alors American Graffiti. Non, il avait envie de faire la guerre des étoiles, car à la base, la guerre des étoiles, dans sa tête, c'était un recyclage intelligent de ces séries qu'il y avait dans les années 30, les serials, vous savez. Pas les céréales qu'on mange, mais les serials. C'est des petits films de 8 à 12 minutes qui étaient généralement présentés avant une main feature qui faisait genre un petit feuilleton que les gens pouvaient suivre dans les cinémas. Parce que les gens ont l'air de penser que les séries télé, c'est une invention de l'époque de la télé. C'est une invention de l'époque du cinéma et c'était le domaine des productions comme Republic Pictures qui faisait des simili Indiana Jones avant l'heure. D'ailleurs, c'est ça aussi qu'il a fait avec Indiana Jones. Il a refait les serials terribles. Il y avait des gens qui allaient dans l'Orient se battre contre des gens qui étaient peut-être un tout petit peu enturbanés et qui étaient pourtant très méchants parce que vous savez, Kalima, puis après on t'arrache le cœur, on te monte le cœur, tout ça. C'est le genre de plaisanteries qui n'ont lieu que dans des films de George Lucas, hein, je vous rassure. Quoique maintenant que j'y réfléchis, il y a un culte autour de Shiva qui est particulièrement violent. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en 77, il y a un mec qui a essayé de faire un équivalent de Flash Gordon ou de Buck Rogers qui se trouvait s'appeler La Guerre des Étoiles ou Star Wars. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Alors ici, l'idée est très simple, c'est qu'il a su qu'il allait se faire baiser sur les returns qu'il allait avoir au box-office. Que c'était un film qui coûtait trop d'argent pour une idée qui était trop bizarre et que les gens n'avaient pas envie de lui donner l'incroyable possibilité de s'enrichir avec son travail. Ce sentiment que vous connaissez certainement si vous êtes critique vidéoludique sur Internet. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez un mec qui a décidé donc de se garder les droits auxiliaires autour de son film, c'est-à-dire les produits dérivés, la possibilité de tirer des comics, des vidéos. Les vidéos, je pense que c'est cependant le... Non, c'est lui qui a commencé à avoir ce système de on va sortir les films sur VHS parce qu'il avait justement les droits connexes là-dessus. Donc quand il y réfléchit posément, c'est aussi sur des réflexions à lui et pas directement intégralement lui qu'il a fait le coup, mais c'est aussi grâce à lui qu'on a le système du home movie que l'on peut regarder chez soi parce que l'on a les DVD et que c'est très bien comme ça. Alors l'idée du truc c'est qu'il a décidé de garder les droits des produits dérivés, des comics, des jouets, tout ça, et c'est à ce moment-là qu'on a aussi inventé l'idée de la précommande. Très précisément avec un truc que je vais devoir mentionner par nom, c'est-à-dire le Star Wars Early Bird Package de Kenner. Il était impossible pour la compagnie Kenner, qui est une compagnie de production de jouets, d'avoir assez de jouets à présenter sur les étals pour pouvoir les vendre pour Noël. C'est pas une blague, c'est vraiment précisément ça. C'est pas une question qu'il y avait pas assez de pétrole ou tout ça, c'est qu'ils devaient faire les moules. Les moules dans lesquels on fait des jouets, pas les moules qu'on mange, c'est évident. Mais cependant, ils ont décidé de vendre une boîte vide et on allait vous envoyer les jouets par la poste. C'est effectivement la première précommande du monde de l'univers de la chose. Vous pouviez payer pour 6 jouets et vous en obteniez aucun, mais vous aviez une boîte vide à mettre sous le sapin. C'est quand même un moment particulièrement surnaturel pour un enfant de se réveiller et d'ouvrir. Ah super, il y a des jouets de Star Wars. Et une boîte vide.
Ça, c'est une invention George Lucas aussi. C'est pour ça qu'on peut vous faire payer des jeux, comme par exemple, je ne sais pas, moi, vous vous souvenez, vous aviez peut-être précommandé Duke Nukem Forever. 15 ans après, il est sorti, il était pas terrible, et vous avez des choses de cette situation-là. C'est précisément autour de ça que se construit la notion de culture geek. C'est autour de celle de la maximisation de profit autour d'un projet donné. C'est en quelque sorte une théorie du pur produit. Avant, on faisait des trucs pour pouvoir faire des trucs. Maintenant, on fait des trucs pour que ce soit le support logique d'un marketing qui permette ensuite de faire plus d'argent. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais il y a quand même beaucoup de propriétés intellectuelles que vous voyez qui sortent actuellement, qui sont faites pour pouvoir être violées à toutes les sauces, et voilà qu'on a du Early Bird Star Wars, qu'on a du Angry Bird Star Wars, qu'on a ceci Star Wars, qu'on a cela Transformers, et tout ci, tout ça. Transformers, par exemple, aussi, voilà un truc, c'est genre, on avait des jouets, puis après on a fait un dessin animé pour faire vendre les jouets. Puis après, les gens qui étaient nostalgiques du dessin animé, qui était une publicité pour les jouets, ils ont décidé d'en faire des films qui sont une pub pour les jouets. C'est quand même assez incroyable à se dire, mais c'est comme ça. Et donc, ça nous amène à mon prochain point qui est... La théorie des purs produits. Attendez, je viens d'avoir une idée. Ça va être vachement plus pratique comme ça. Hop. Petit morceau de papier collant sur la feuille de papier collée à distance, on peut peut-être plus ou moins la lire sans avoir à mettre ses lunettes, et nous voilà, nous allons maintenant parler de la théorie du pur produit. Alors, le but du jeu de nos jours, c'est de produire ce qu'on appelle une propriété intellectuelle, certains même diraient un setting, c'est un incroyable univers dans lequel on peut vous vendre quelque chose car les gens comprennent la logique interne de la chose, réfléchissez-y. Donjons et Dragons, voilà quelque chose qui était, d'une manière ou d'une autre, l'ultime truc de les geeks, c'est-à-dire la question de on aime se retrouver dans une incroyablement sombre atmosphère pour aller se battre contre les monstres que nous avons dans notre esprit. Ces monstres que nous avons dans notre esprit peuvent nous faire des points de dommage et nous avons des points d'expérience et ensuite nous allons pouvoir continuer à jouer dans un setting fantasmagorique où nos plus incroyables fantasmes viendront à la vie, sauf peut-être éventuellement, je ne sais pas si vous avez jamais été dans cette situation où tout d'un coup l'un des joueurs décide de séduire un des NPC, qu'on se retrouve dans une situation décidément... On comprend la douleur de la solitude humaine dans ce genre de situation. Donc, l'idée, c'est de faire un pur produit. Vous avez des mondes qui sont des mondes d'heroic fantasy. Vous avez la possibilité maintenant de vous dire qu'il existe un monde qui est Game of Thrones, qui justement fait le pari d'être un peu moins policé que l'intégralité des styles de fantasy que ces dernières années vous auront été proposés par le système de production hollywoodien. Je pense à Eragon. Quand on y réfléchit posément, la création qui a été faite autour du Seigneur des Anneaux était dark, d'accord, mais elle était dark d'une manière particulièrement grand public et parfaitement compréhensible, c'est-à-dire qu'il y avait des choses, elles étaient absolument atroces et elles saignaient pas réellement rouge. Ou est-ce que les orques saignaient rouge? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu la trilogie, c'est... bon... Admettons. La question est donc de faire un pur produit. Le pur produit devra essayer d'avoir le public le plus large possible. C'est aussi ça qui est arrivé à Star Wars à la base. C'était un truc où il se passait des trucs violents comme Han qui tire sur Greedo en premier. Alors tout d'un coup on se dit ouf! Mais Han Solo, c'est non seulement un mercenaire, mais c'est en plus un badass motherfucker. Le mec, il était juste là pour collecter une dette et il savait que le type, il était là pour collecter une dette, il va le tuer d'un coup. C'est aussi un truc que George Lucas a inventé, cette idée de revenir en arrière, d'être révisionniste, de penser décidément qu'il est judicieux d'essayer d'adapter son produit parce qu'il a eu du succès à un public plus large. C'est quelque chose auquel je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, vous devriez continuer à devenir de plus en plus dans le style particulier, l'idiome qui a fait la personne que vous êtes, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, de dire ce que vous pensez. C'est un peu ça que je fais. Alors, je prétends pas que ce que je dis est toujours particulièrement sympathique à entendre, mais c'est ce que je pense. Et d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il est judicieux de pouvoir l'expliquer, l'exprimer. Donc, on a maintenant un nouvel outil pour ce genre de plaisanterie qui s'appelle les focus group. On réunit des gens de divers âges, on leur dit qu'est-ce que vous pensez de notre truc. Alors, ils font des remarques, qui sont généralement des remarques sur des points saillants de la chose, genre « Ah, j'ai pas aimé quand machin, il s'est fait couper les 4 doigts et qu'on a vu les 4 doigts être coupés », par exemple. Hein? Ou alors maintenant on peut être certain qu'il y aurait beaucoup moins de démembrement dans la série Star Wars si jamais il y avait eu des focus group au début. Obi-Wan n'aurait jamais pu couper la main à un type qui était en train d'emmerder Luke Skywalker tandis qu'ils étaient dans la cantina. Pour utiliser un autre exemple qui justement revient de la culture geek, qui revient en particulier de Star Wars. Et pendant ce temps-là, il y a des flics qui sont en train de passer dans ma rue, ils sont en train d'arrêter quelqu'un, c'est triste, mais c'est comme ça. Alors, il faut se dire que le tout sert avant tout à vendre du produit dérivé. Et au plus votre monde est large, au plus il y a moyen de vendre des trucs dedans. C'est comme ça que vous avez maintenant, je sais pas moi, des keychains Game of Thrones, des incroyables imprécations du monde de Nintendo dans le domaine du keychain qui est en fait aussi un petit peu tactile. Vous avez donc des produits qui, ce n'est pas une mauvaise chose, hein, ça fait de la publicité à la question dont il est à la base, mais la chose dont il est à la base question plutôt, mais voyez-vous, le but
c'est de vous vendre ces produits dérivés, pas nécessairement d'avoir quelque chose de qualitativement réussi, d'artistiquement réussi, pour utiliser à sortir ce mot qui est presque devenu insensé à sortir sur Internet. C'est qu'il y a une manière de faire les choses qui est supérieure à une autre, c'est-à-dire celle où on essaye de faire quelque chose parce qu'on a envie de voir la chose arriver, qu'elle n'avait jamais été faite auparavant, et que c'est aussi parfois ça l'art. Il se peut qu'on se foire, mais cependant, vous aurez remarqué que par exemple, cette année-ci, pour utiliser un exemple très contemporain qui va dater cette vidéo, il y a eu un film d'action réussi, et c'était Mad Max Fury Road. Et il se trouve quand même que quand on a quelqu'un qui ne fait pas réellement un produit mais qui essaye de faire une histoire simple où chaque personnage a un arc narratif qui est abouti et où le setting sert à souligner l'histoire que l'on raconte et pas à vendre des produits dérivés, on se retrouve parfois avec quelque chose qui est plus que la somme des morceaux constitutifs. Et c'est aussi ça, une œuvre d'art, c'est quelque chose qui est plus que la somme des éléments qui sont mis dedans. Ce n'est pas juste un produit où tout le monde a été tourné sans côté de la manivelle dans un système un peu à la les temps modernes de Chaplin. Non, on essaye d'avoir quelque chose qui a qualitativement un but, qui essaie de vous faire sentir quelque chose, un sentiment, quelque chose qui est artistiquement et esthétiquement réussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Mad Max, comme film apocalyptique, du moins post-apocalyptique dans celui-ci qui s'appelle Fury Road, c'est un peu le film le plus magnifiquement, joliment coloré à regarder de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, c'est une vision d'atrocité, mais d'atrocité incroyablement coloré, ce qui me fait toujours plaisir. Donc, l'idée est bel et bien, qu'est-ce qui est advenu de la question très simple de se dépasser soi-même, l'incroyable idée de l'aboutissement personnel, que vous faites quelque chose pendant des années parce que vous espérez être en train de faire l'incroyable voyage qui vous mène d'être un artisan de la chose, à être un artiste de la chose, d'être compétent dans votre domaine, un domaine où l'effet qui est réalisé est incroyablement efficace. Eh ben, on a abandonné ça, et on a abandonné ça principalement parce que pour plaire au plus grand public, pour plaire au plus grand public, il aura fallu d'une manière ou d'une autre assagir son discours de manière à ce que l'on puisse avoir un produit lisse, aisé à vendre à différents types d'âges qui sont toujours ceux intéressants, et que d'ailleurs ceux qui sont les plus intéressants, c'est les 12-16 ans, les 16-24 et la fameuse morceau de la pyramide de vente qui est la plus importante, c'est-à-dire les 25-32 ans, parce que c'est eux qui ont le plus d'argent, ils ont commencé à avoir un travail, ils n'ont pas encore des enfants. Et il y a aussi évidemment tout ce secteur qui cherche à siphonner le pognon que les enfants ont récupéré afin de pouvoir bouffer à la cantine et leur argent de poche et tout ça, mais ça c'est tout autre chose, car maintenant je vais vous parler de... Culture, je fais le mouvement guillemets de mes droits geek. Bon, ça va faire quelques minutes que nous causons, enfin que je cause, je suis certain que vous êtes déjà en train de me traiter de crétin hautain dans les commentaires, et c'est totalement votre droit. Simplement dites-vous ceci, moi j'ai réfléchi à ce que je pense. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'intégralité de ce que je vous présente ici est issue d'une réflexion qui m'a pris des années. Et je tiens à préciser que ce n'est pas parce que je suis en train de tenir ce discours sur la culture geek que je n'ai pas de la sympathie pour des choses qui tombent dans des domaines que vous pourriez considérer comme de la culture geek. C'est pour ça que je me suis mis face à ma bibliothèque, parce que dans ma bibliothèque, il y a des choses comme ce magnifique Superstar Comics d'essai Ready, sorti dans les je ne sais pas moi. Voyons voir. C'est dur à savoir. Mais il y a beaucoup de Wolfman dans le dessin, donc je dirais ceci, probablement les années 70-80. Et je dois dire ceci, ce n'est pas parce que quelque chose est dans la culture geek que ça n'a pas une qualité culturelle intrinsèque. Je pense personnellement, regardez-moi ce joli dessin qui est assez Neil Adamsien, voudriez vous dire ceci, moi... Si on était dans mon monde à moi et que c'était moi que je dirigeais les choses, Neil Adams serait considéré comme un artiste majeur du XXe siècle et pas juste un type qui a décidément fait beaucoup pour légitimiser le style graphique des comics dans les années 70. Voilà, je serais capable de vous tenir le même type de discours sur Gene Nolan, parce que Gene Nolan est un extraordinaire dessinateur. J'aime bien mes livres dont on est le héros, j'aime bien mes livres de Lovecraft, j'aime bien Dune, ça c'est les originaux de Dune, ce ne sont pas les livres originaux, mais ce sont les premiers que j'ai eus dans ma vie, ils m'ont été lus par ma mère, ça m'a changé la vie, les chrétiens de Troie, tout ça, donc faut pas penser, ce qui tombe sur la culture geek, pour moi c'est juste de la culture, voilà, c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est juste de la culture, et quand on parle de culture geek, il y a beaucoup de gens qui se revendiquent de « je suis critique de culture geek, mettez-moi des pouces vers le haut et abonnez-vous à ma chaîne, parce que dans 2 semaines, je vous parle de mon petit poney, des trucs comme ça. » Écoute... Petit homme qui fait des vidéos sur internet, c'est très bien de faire des vidéos sur internet, parle des choses qui te passionnent, et des avis qui ne soient pas nécessairement tous positifs, tu peux avoir des avis négatifs, je vous donne le droit d'avoir des avis négatifs sur des choses pour plus qu'ils soient construits avec une réflexion intellectuelle et qu'ils ne soient pas simplement l'exploitation continue d'un système de marketing que vous n'avez pas mis en route, mais dont vous essayez de profiter, qui est ici celui de la culture geek. Vous aurez remarqué que c'est devenu une appellation qui est devenue tellement fourre-tout qu'il y a des compagnies qui essaient de s'y mettre, même quand ça fait absolument pas sens. La WWE, par exemple, le monde de le catch.
Imaginez aussi que c'est la seule compagnie qui fait ça. La World Wrestling Federation a changé de nom, qu'ils se sont fait mettre KO 1, 2, 3 par les petits pandas et qu'ils ont décidé donc de s'appeler le World Wrestling Entertainment. Ce n'est plus une fausse fédération où on fait un faux sport, c'est bel et bien un endroit où on sait que c'est faux et on fait donc des représentations athlétiques du domaine sportif où des gens sont à deux doigts de se tuer. Vous demandez à Daniel Bryan, il a maintenant un dos qui est totalement défoncé et un cou qu'on ne sait pas s'il pourra catcher à nouveau, mais vous me direz c'est pas sa faute, il aurait pas dû se faire défoncer la gueule sur des garde-rails avec son crâne pendant des années. Je vous dirais c'est d'accord, mais c'est la seule compagnie au monde qui prétend avoir un angle de culture geek, parce qu'ils font, oui mais évidemment, l'Ultimate Warrior, Macho Man Randy Savage, Hulk Hogan, l'Undertaker, ce sont des personnages qui sont comme des super-héros venus à la vie, et d'un autre côté t'as envie de dire, ouais, d'accord. Mais imaginez si vous êtes un catcheur. Vous êtes un catcheur dans les années 70, dans les années 90, vous êtes là, il y a des femmes qui sont absolument extraordinairement stupéfaites de voir votre incroyable physique terriblement ciselé, et elles viennent et elles veulent que vous leur signiez, je ne sais pas moi, l'épaule pour être tout public, parce que décidément il faut faire attention à ce qu'on dit ici aussi. Vous avez donc la possibilité de vous sentir comme un homme à travers les hommes. Vous êtes Rick Rude en quelque sorte, vous êtes l'homme le plus sexy de la planète. Et maintenant, vous avez quoi ? Maintenant que vous avez un produit qui est décidément pour geek, vous avez des gens qui se ramènent et qui font « Est-ce que je vais bien signer mon jouet ?» Ça va pas faire du bien quand même quand on est catcheur. Je veux dire, merde, vous êtes là, oh. Alors ce que j'essaie de faire remarquer, c'est que c'est donc intégralement, totalement une appellation à la con. Je pense que la culture, c'est de la chose dont on a forcément la possibilité de faire le partage. Je suis retombé sur mes pattes. C'était pas la phrase que je pensais dire, mais je m'en suis sorti parce que je suis une putain de bête. Et donc la question qui se pose ici, et je suis vraiment très content, c'est que il y a quelque chose qui se passe dans le domaine de la culture, c'est que la culture, c'est ce qui survit. C'est ce qui survit au ravage du temps. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a beaucoup de cette incroyable production interlope de choses qui ont à voir maintenant, qui finira détruit dans l'incroyable post-apocalypse qui nous mènera justement probablement à Mad Max Fury Road dans un futur proche. C'est précisément ce qu'on m'avait dit dans les années 80 quand j'étais petit, et que donc j'ai toujours tendance à penser que quelque part l'Union soviétique va revenir nous balancer des ogives sur la gueule, et quelque part au Japon un homme nommé Kenshiro va commencer à trouver le pouvoir de défoncer les points vitaux des gens avec ses doigts, et que décidément ce sera très intéressant, qu'on appellera ça le couteau Shinken. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est avant tout une appellation marketing qui recouvre une vision de la culture comme un objet de consommation pure. Le but n'est pas d'avoir une forme de transcendance dans la création, c'est simplement de vous le vendre, et vu que vous l'achetez, ils vous en font davantage et davantage et davantage et davantage, ce qui fait que vous n'aurez jamais la possibilité d'avoir ne serait-ce qu'un moment où l'histoire s'arrête, parce que, comme nous le prouvent les comics depuis des années, on a beau avoir tué Barry Allen, genre 40 millions de fois, le mec il est de retour à chaque fois, alors même que justement, le Flash le plus intéressant, c'était probablement Wally West. Nerd versus geek. Là, on en arrive à un point de mon discours particulier que je dois souligner avec une sorte de préface, et c'est assez atroce à dire, mais c'est comme ça. Le point dont nous allons discuter maintenant est purement langagier, c'est-à-dire qu'il a à voir avec le vocabulaire, la compréhension du vocabulaire, l'utilisation du vocabulaire, et aussi la compréhension d'une logique qui s'appelle l'évolution du langage. Le langage évolue. Il évolue, et dans l'idée même de cet incroyable domaine d'étude de la langue, qui est sans doute la linguistique, me semble-t-il, se peut que je me trompe, il me semble qu'il y a une notion qui dit que le langage ne régresse jamais, mais non, il évolue. Alors même qu'on sait certainement que le français a beaucoup perdu de son vocabulaire depuis ne serait-ce que le milieu du XXe siècle. Alors nous aurons remarqué ceci particulièrement, c'est que le point langagier que je vais vous faire maintenant devrait être applicable bien en dehors de la culture geek. Prenez des notes, les petits-enfants. Je pense que décidément le niveau de compréhension du langage que l'on a va conditionner la manière que l'on a de pouvoir penser. Il y a un rapport direct entre la maîtrise de la langue, la maîtrise du langage, la maîtrise du vocabulaire, la compréhension qu'on a de celle-ci, et de la compréhension des différents systèmes syntagmatiques qui vont avec, qui sont mariés avec l'orthographe et la grammaire pour nous donner la capacité qu'on a à utiliser une langue. Et cette langue, quelle qu'elle soit, ça pourrait être, je sais pas moi, le catalan, ça pourrait être l'espagnol, ça pourrait être l'italien, ça pourrait être le mandarin, ça pourrait être l'anglais, ça pourrait être le ceci, ça pourrait être le cela, ou même ça pourrait être des sous-particularités langagères, comme par exemple la différence qu'il y a entre l'anglais du pays de Galles, l'anglais tel qu'il est parlé en Écosse, et des choses comme ça que vous savez certainement qu'ils n'existent pas parce que vous n'avez jamais vu Consolvania, mais simplement sachez ceci. Il y a deux manières de voir la question de ce type de subset culturel dont nous parlons depuis maintenant près de 8 siècles. C'est-à-dire celui de savoir si l'on est un nerd ou que l'on est un geek. Et la question de la différence entre les deux, c'est que les deux sont des insultes. Alors je vous ai parlé du fait que décidément la culture voit que la langue
ne va jamais en arrière, elle évolue toujours. L'idée de nerd, c'est une idée qui est apparue au début du XXe siècle, qui était décidément réservée aux gens qui étaient particulièrement intelligents, qui avaient des capacités dans le domaine, disons, je sais pas, moi, de la mathématique appliquée, de la physique, des gens qui étaient particulièrement intelligents, des gens qui étaient, en fait, le sommet respectif de leur discipline, et que des gens pouvaient considérer comme décidément le meilleur de cette discipline, des gens qui étaient donc des porte-paroles, en quelque sorte, des phares illuminés dans la nuit, et avec l'incroyable pouvoir de l'infini, qui avait la possibilité de dire « Non, votre vision de la physique quantique, c'est à chier, les mecs, parce que ça se passe comme ça. » Et vous savez quoi, les enfants? C'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la... C'est pas la Terre qui... C'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et donc, la question qui se pose, c'est que de l'autre côté, on a aussi cet incroyable système où il y a deux insultes, nerd et geek, qui sont devenus des mots que les gens ils ont décidé de récupérer afin de pouvoir revendiquer que ça fait partie de leur incroyable personnalité. Alors vous avez quoi? Vous avez d'un côté celui où vous avez les gens, ils sont très intelligents, ça c'est les nerds, je vous en ai déjà parlé. Et de l'autre côté, je sais pas si vous avez jamais vu un film de 1947 qui s'appelle Nightmare Alley avec Tyrone Power, mais vous avez un personnage particulier là-dedans qui est le geek. Et le geek à la base, c'est, je ne sais pas si vous avez vu Carnivàle non plus, mais le sujet est tout aussi adapté à cet incroyable type de réflexion. Mais dans Carnivàle, ils avaient des geeks, c'est les mecs qui arrachent la tête des poulets en les mordant comme ça, et c'est considéré comme étant le niveau le plus inférieur du monde possible dans la société américaine des années 40. L'homme qui est tombé tout en bas, tout en bas, tout en bas de l'échelle sociale et qui n'a rien d'autre à faire que de mordre la tête des poulets, les cracher dans un seau et avoir là droit à sa petite pitance qui lui permettra de continuer sa vie d'alcoolique anonyme, et que décidément, voilà, c'est ça qu'il fera. Ce n'est pas ma réflexion à moi sur la question, hein. C'est un pur point historique. Je ne sais pas si vous avez jamais vu la tronche que Tyrone Power il fait quand on lui dit « Machin est devenu un geek », il fait « Un geek ?» Comme ça. Je veux dire, pile, mais mieux, parce que c'est un acteur, je suis juste, le masque. Et vous devriez savoir ceci, c'est que donc, si l'évolution du discours a eu quelque chose de particulier ces dernières années, c'est que donc ces insultes particulières, j'ai oublié de mettre une petite coche dans ce sujet vu que je suis en train d'en causer, ces incroyables particularités du langage font qu'il y a eu une récupération de choses qui étaient des insultes. Et c'est généralement comme ça que ça marche. Quand on vous insulte quelque chose, vous devriez ensuite en être fier, parce que c'est décidément un qualificatif qu'on vous applique qui, qu'il soit réaliste ou pas, est censé vous faire mal. Et ensuite, vous êtes censé le revendiquer. Je sais qu'on m'a énormément insulté dans ma vie, on m'a énormément persécuté autour du fait que décidément je sais pas ce qui s'est passé, mais du moins j'étais surdoué quand j'étais petit, et que décidément c'est comme ça que ça se passe. Les gens essayent toujours de vous insulter, et vous devriez faire de ces incroyables faiblesses perçues des forces intériorisées. Et ça, c'est le côté le plus sympathique que je trouve que la culture geek nous a donné, même en sachant que c'est évidemment tout un système maintenant marketing qui est certes un subset d'une culture qui existe, et qu'on appelle la culture, parce que c'est la culture, voyez-vous. Un public captif. Il y a une notion particulière qui mérite d'être adressée, vous l'avez probablement déjà ressenti chez vous. Vous avez déjà vu une émission de télévision qui est en train de se casser la gueule d'une force phénoménale, et vous dites j'aurais dû arrêter de la regarder avant de voir la dernière saison, parce que décidément la dernière saison m'a dégoûté, m'a transformé l'intégralité du souvenir que j'en avais en quelque chose de beaucoup plus dégoûtant. C'est ça que j'ai par exemple avec Dr House. Admettons-le, j'aimais bien Dr House, mais j'adorais, les 2 premières saisons de Dr House sont très réussies, la 3e est encore pas mal du tout, mais j'aurais dû pas regarder les 9000 millions d'autres qu'il y a eu après, parce que décidément ça m'a détruit l'esprit. Alors dans ma tête, si on devrait faire un spin-off à Dr House, ça devrait être un Dr House un peu comme Blackjack, mais il est dans le futur ou dans l'espace et il arrive à autopsier des aliens. Ça c'est mon idée pour une série Dr House. Mettez-vous dessus, gens de l'internet. Et ça pourrait être intéressant à voir cependant, c'est aussi une idée de comment on peut exploiter un public afin de pouvoir en faire, en quelque sorte, un public récurrent, un public que l'on pourrait nommer comme captif. Alors on peut être un public captif de diverses manières. C'est une forme d'attachement nostalgique à un symbole ou une propriété intellectuelle qui est généralement contractée durant la naissance ou pendant l'enfance, parce que vous voyez un truc et décidément vous n'avez pas encore l'intégralité de votre arsenal critique en place, vous n'avez pas les masques, vous n'avez pas les boucliers, vous n'avez pas ce qui est nécessaire à pouvoir découper dans votre esprit ce qu'on est en train de vous présenter, que décidément, quand on est enfant, on a un sentiment d'assentiment tacite et profond, car l'on essaye de s'identifier à tout ce qui est à l'écran, parce que décidément, on est en train de créer sa personnalité. J'ai perdu mes notes, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez différents types d'attachements qui passent par... On est généralement fan de choses qu'on a vues pendant sa tendre enfance. C'est un argument que j'ai déjà sorti, mais je pense qu'il est important à remarquer que décidément, il y a beaucoup de choses que vous aimez actuellement que vous n'avez pas choisies. Vous les avez subies, et ensuite elles ont
réussi à vous obtenir une forme d'assentiment. C'est comme ça que je me sens par rapport aux Chevaliers du Zodiaque. Quand je me retourne et que je regarde les Chevaliers du Zodiaque, je me rends compte que je n'aime les Chevaliers du Zodiaque que pour la qualité de la musique qui est présentée dedans, et peut-être aussi genre le design de certaines armures, mais voilà, c'est pas grand-chose, parce que c'est pas extraordinaire non plus. Alors, je n'ai rien contre le dessin animé, je n'ai rien contre l'incroyable manga de Masami Kurumada, mais est-ce que c'était Kurumada? Je ne sais plus, mais bref, toujours est-il que c'était de la meilleure lecture que le dessin animé. Le dessin animé, il était vraiment très cheap à la fin. Ça, c'est une séquence animée dans le Chevalier du Zodiaque, c'est genre avec une mèche. Avant, j'avais les mèches pour faire la blague, mais c'est pas grave. Toujours est-il que je pourrais leur avoir, il suffirait de faire pousser les cheveux, mais... J'aime bien mon côté compact. Sous-entendu, pas la marque de PC. Donc ici, vous avez la possibilité d'être un public captif de diverses manières. Vous avez rencontré quelque chose quand vous étiez petit, et c'est aussi à ce moment-là qu'on arrive à des enfants Disney. Vous avez remarqué que les enfants qui regardent du Disney sont généralement susceptibles, quand ils sont adultes, de forcer leurs enfants à regarder du Disney. Comme ça, vous vous retrouvez avec ce système assez bizarre dans la gueule que décidément, oh là, vous êtes obligé de regarder du Disney parce que papa a regardé du Disney ou maman a regardé du Disney, que ça faisait partie de sa vie, que décidément, voilà, on vous a foiré vos goûts. Bien entendu, ce n'est pas exactement de mauvais goût, Disney. Il y a certains Disney qui sont absolument magnifiques, comme je pense ceux qui ont été réalisés dans les années 50, les années 40, qui sont des chefs-d'œuvre d'animation. C'est ça leur incroyable capacité, mais si vous voulez voir l'intégralité de ces contes européens transformés par des Américains qui ne les comprennent pas, et qui justement les rendent assainis, leur coupent leurs morceaux horribles et vous le repackagent comme une horreur mielleuse que décidément on a décidé de vous en faire un compte aisé à vendre et qu'on décidément pourra monétiser pour l'intégralité de l'humanité parce que notre public est captif. Vous vous retrouvez aussi dans ces situations-là où décidément je connais quelqu'un qui fait ça, je trouve ça assez minable. Ce n'est pas une attaque personnelle ou quoi aux caisses, je pense pas que cette personne regarde mes vidéos, mais bon voilà. Je connais quelqu'un qui force ses enfants à jouer au jeu auquel ils jouaient quand ils étaient petits. Ils n'ont pas la possibilité nécessairement de ne jouer qu'à ça, hein. Je veux dire, ils peuvent jouer au reste de tout ça, mais le type il est là genre, ah oui, mais moi mes enfants ils vont jouer à des jeux NES, comme dans ma jeunesse, en 2015, et vous êtes là. Alors, si l'enfant a envie de jouer à des jeux rétro, c'est super, hein, parce que je pense que décidément les enfants de nos jours n'ont pas idée de ce que c'est l'incroyable évolution du monde du jeu vidéo, mais peut-être pas à 3 ans, quoi. Je veux dire, il y a un moment ou un autre où décidément on essaye d'arriver à laver l'esprit des gens en leur mettant dans la tête des idées qui ne sont pas eux, qui sont en fait des trucs que les enfants n'ont pas, mais que les parents veulent avoir comme point de discussion avec leur progéniture. Voilà. Et c'est aussi effectivement d'un point de vue de la production des choses. Après que vous avez ce sentiment nostalgique, vous pouvez exploiter pour la vie entière de la personne et sonder l'envie des gens sur les réseaux sociaux à avoir envie d'acheter ceci ou cela. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'une théorie, et je n'ai pas noté ça, hein, mais je vais vous le faire quand même. Il y a une théorie qu'on appelle la théorie du ballon d'essai dans la communication et qui dit que décidément, on va essayer un truc et maintenant avec les réseaux sociaux ça ne coûte absolument rien parce qu'alors on publie le tweet, on publie le post sur Facebook, on fait une petite vidéo pour avoir l'assentiment des gens et si les gens ils sont là non, on n'en fait pas plus, mais ils sont là. Évidemment, on va en vendre davantage parce que décidément, c'est super. Et c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Il faut se dire ceci. Donc voilà, vous avez maintenant en plus un système maintenant qui est un système marketing qui a essayé de pervertir des systèmes qui étaient culturels et qui sont généralement la chose autour desquelles on est en train de créer des civilisations. Ce qui fait finalement que l'intégralité des sentiments qui sont présents dans la tête des gens sont souvent tirés d'ailleurs de choses qu'ils ont vues dans la culture populaire. Et d'ailleurs aussi, si on voulait remarquer, on pourrait faire remarquer que les gens ont des visions particulièrement malsaines de l'amour parce qu'ils ont dans l'idée que ça va se passer comme dans un film Disney. Or, ça ne se passe que très rarement dans un film Disney, ou sinon ça se passe genre 3 ans comme dans un film Disney, et après vous êtes là. Et la réalité finit par briser les incroyables illusions que vous aviez sur la question. Des identités basées sur des produits. Il y a un argument que j'aimerais que vous mémorisiez, que je vous ai déjà sorti 1 ou 2 fois, et c'est celui-ci, c'est que on est friable, fragile et pas nécessairement aussi bien protégé qu'on devrait l'être quand on est enfant et que donc ce que l'on voit quand on est enfant a de bonnes chances de vous rester dans la tête parce que c'est comme ça, on est en pleine période d'expansion au début de sa vie. On a la possibilité de grandir des incroyables capacités, de grandir de point de vue mental, d'un point de vue physique, d'un point de vue cognitif, de ce qu'on apprend, de ce qu'on sait faire, tout ça. Et ça participe à un système d'appropriation de tout ce qui vous entoure, un peu comme une éponge, on dit toujours ça, oh mon bébé il a 7 ans, je vais l'apprendre tout comme une éponge. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que faut faire gaffe à ce qu'on présente à ses gosses parce que décidément, à force de regarder de la merde quand on est gamin, on finit par avoir des goûts de chiottes. Voilà, c'est ça l'argument. Et que l'argument nous amène aussi à cette incroyable terrible idée que donc ces marques qui sont du domaine de les trucs interchangeables, marketés, tout ça, peuvent avoir un impact sur notre personnalité. Alors je dis ça souvent et c'est une blague, hein, c'est évident, mais c'est pas une blague.
Mes deux grands chefs à penser, c'est Cobra et XOR. Je pense que si vous pouvez vous sortir d'une situation en ayant une grande gueule, en ayant la capacité peut-être, je sais pas moi, tirer de votre bras gauche un incroyable rayon laser qui soit un rayon delta, que vous avez, je sais pas moi, la possibilité de sauter par-dessus une Volkswagen avant de rentrer dedans et que celle-ci se ferme et que décidément, alors ça préfigure le film Speed parce qu'elle passe à 120 km/h dans les rues d'une petite ville japonaise qui dormait, qu'ensuite vous vous battez contre des machines shintoïstes avant de vous transformer en votre incroyable scaphandre de combat et de vous battre contre les forces des Cerex. Il m'est avis qu'il vaut mieux résoudre la question ainsi. C'est celle qui me semble la plus logique. Eh ben, c'est parce que j'ai vu ça quand j'étais petit et je ne vais pas aller dire que c'est mauvais. Je pense que Space Adventure Cobra, malgré tout, reste réalisé d'un point de vue unique et humoristique avec des systèmes esthétiques qui sont plutôt réussis. Je veux dire, c'est très années 70, mais c'est pas moche, années 70, c'est années 70 avec un niveau esthétique élevé. Et que voilà. Je suis pas sûr que j'aurai le même discours sur XOR, parce que la meilleure chose qui est dans XOR, c'est la musique. Et donc on arrive à un point que je tiens à souligner tout au long, un peu comme un fil rouge, sauf qu'il ne sera pas rouge parce que décidément cette vidéo est en noir et blanc, mais que il y a des gens, et c'est assez logique, qui se définissent uniquement par leur possibilité à choisir à travers le monde des produits. Si ces objets ont une forme d'importance dans votre vie, si ces artefacts culturels ont une forme d'importance dans votre vie, cela veut donc dire qu'elles ont une forme d'impact sur votre personnalité, ce qui nous amène à mon 5e point de cet incroyable symposium, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une identité, c'est pas grave, je suis bête, qui ont une identité basée sur des produits. Que donc c'est là qu'on se retrouve à discuter avec un pote et qu'il dit qu'est-ce que tu penses de mes pompes? Il fait c'est de la merde parce que moi je suis Adidas. Et t'es là. Désolé d'avoir posé la question. Mais il y a des gens qui sont comme ça, qui sont Adidas, qui ne sortent nulle part sans leurs incroyables headphones Beats de Dr. Dre, qu'il y a des gens que décidément ils ont bien fait d'appeler leurs enfants Nike, et que leur deuxième petite fille s'appellera Cluedo, on ne sait pas précisément pourquoi, mais que c'est des choses qui existent. Et ça me semble assez dommageable pour la personnalité des gens qui sont de l'autre côté, parce que si votre intelligence est tellement faible, et que si votre approche de la culture est tellement pauvre, que décidément, tout d'un coup, vous êtes McDonald's, voilà, qu'est-ce qu'on va laisser comme futur à la culture? Hein, je veux dire, merde. Et non pas sur des cultures. Si vous avez un substrat culturel qui est un substrat culturel qui est de chez vous, vous devriez essayer au moins de le comprendre, et pas nécessairement de le foutre à la poubelle directement avant de le remplacer par, je sais pas moi, le Stay Puft Marshmallow, des choses comme ça. Il y a quelque chose qu'il faut imaginer, c'est qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il y a des choses qui sont plus importantes que l'autre. Alors, j'ai dans l'idée aussi qu'une personne peut aussi avoir une part d'accessoires. Il est certain que les jeux vidéo, c'est très important dans ma vie. Les jeux vidéo, ça a toujours eu une importance forte dans ma vie. Et pourquoi? Parce que ça fait partie des choses dont je puis me passer. Et vu que je puis me passer de ces choses-là, le fait que j'ai la possibilité et l'incroyable envie de continuer, même maintenant, dur à admettre, mais près de 26 ans plus tard, après avoir découvert les jeux vidéo, de continuer à être intéressé par cette bizarre chose qui se vit du bout des doigts, je trouve que ça fait partie, si pas de ma personnalité, au moins de la manière dont j'entrevois la culture. C'est ça la différence entre avoir une identité et avoir une culture. Vous avez une identité, c'est le nom qu'on vous avait donné, mais vous pourriez avoir une culture qui dépasse simplement le jeu d'influence que vous avez rencontré dans votre vie. Vous pourriez essayer de faire partie de ce substrat culturel de l'humanité qui est cette portion d'information que l'on va tenter d'offrir à la génération suivante. Est-il réellement judicieux d'essayer d'offrir à la génération suivante le fait que bas, gauche-droite, BA, Select Start, ça permet d'avoir 99 vies en contrage. Non, c'est absolument rien, mais je ne pense pas. Par contre, je pense que décidément, si vous vouliez lire Dune, un de vos enfants, à un moment où il est susceptible de l'intéresser à ce genre de plaisanterie, peut-être qu'il aurait envie de lire, peut-être qu'il serait plus dans une idée où il se dit que oui, il y a aussi du divertissement écrit, et pas juste du divertissement que l'on voit, ou que l'on participe à celui-ci, mais que vous pourriez avoir des espaces mentaux, par exemple. Voilà. C'est juste une réflexion, je vous l'ai mise là parce que je pense que ça fait partie aussi finalement de cette réflexion sur la culture geek et des trucs qui vont... Une culture d'exclusion. Les gens, ils ont envie d'être dans un gang, en fait. Ils ont toujours eu envie d'être dans un gang, ils ont eu envie d'être dans une tribu, ils ont eu envie d'être justifiés d'un point de vue purement bête et simple par l'acceptation des gens qui les entourent. Et c'est aussi pour ça, parfois, qu'on a, je sais pas, moi, des revirements de mode, où tout d'un coup, cette semaine-ci, il fallait porter les chaussures comme ça, à peu près la semaine après, décidément, c'est plus le modèle à la mode, donc t'es plus notre pote, et des trucs comme ça, je crois que vous connaissez ce dont je parle. C'est parfois même générationnel. Par exemple, il se peut qu'un mot change, je veux dire, cool, c'était cool, maintenant,
ringard, c'était ringard. Maintenant, le fait de dire qu'un truc est ringard. Je ne sais pas quel est le particulier efficace, mais on peut dire que c'est vachement laid. Mais toujours est-il qu'ici, on se retrouve dans une situation où les choses évoluent, les choses changent. Un petit peu comme le disait MC Solar dans sa magnifique chanson qui décidément nous faisait comprendre qu'il était né quelque part dans les années 60 et que tout d'un coup on s'est dit oh mon dieu mais le mec il est vieux, comment est-ce qu'il fait pour avoir l'air tellement de comprendre ce que je pense, parce que décidément il y a des choses qui ne changent pas, que ce sont les sentiments que vous avez dans votre tête, à moins évidemment que vous soyez totalement un psychopathe. Dans ce cas-là, vous avez juste envie de tuer des gens avec un couteau, ce qui est tant mieux pour vous, hein, mais bon, voilà, c'est pas très constructif. Et on peut pas dire qu'on puisse faire partie d'une forme de compréhension de la chose tant qu'on n'a pas la possibilité, justement, d'avoir ces expériences fondamentales qui sont aussi culturelles, qui permettent d'avoir un discours en commun avec les autres. Je sais qu'il y a une grande partie de trucs que j'ai vécu dans ma vie qui font que, décidément, je peux parler de ceci et de cela parce que, voyez-vous, je les comprends. Une culture malsaine? Ce point-ci est plus une réflexion qu'autre chose. Je sais pas le prouver, mais ça fait des années que je me dis que peut-être que cette manière de faire les choses est malsaine. Sous-entendu, vu que l'intégralité des choses qui avant auraient été créées comme des œuvres qu'on essayait d'avoir de qualité, et même la télévision, je veux dire, vous aviez des trucs comme, dans les années 60, Twilight Zone, qui était une tentative par un auteur d'arriver à se libérer des contraintes, justement, que contenait la télévision à l'époque. Et on est en train bizarrement d'y revenir avec des produits comme, je sais pas moi, Better Call Saul, c'est des trucs qu'on ne pourrait pas voir ailleurs, et c'est très bien qu'ils existent. Cependant, l'intégralité de l'idée à laquelle vous devriez réfléchir dans ce genre de conditions-ci, c'est que ce qu'on fait pour vous, qu'on vous permet d'acheter afin que vous puissiez le revendiquer sur les réseaux sociaux, leur faire de la publicité, être monétisé dans chacune des actions qui au quotidien font votre vie, c'est bien entendu un jeu de variables qui sont produits par la société de consommation dans le sens le plus baudrillardien du terme. Et ça nous amène donc à une société où ce qu'ils veulent, c'est pas des amateurs érudits qui apprécient les œuvres qui sont produites, vu qu'il n'y a plus d'œuvres et que la théorie c'est de faire un pur produit le plus large possible afin de pouvoir avoir un public le plus captif possible et d'ainsi pouvoir en profiter d'un point de vue purement capitaliste pendant le plus longtemps possible. Vous vous retrouvez dans une situation où on a une société du divertissement, panem et ludem, etc., qui en plus est assez malsaine dans la manière dont elle exige que vous soyez capable de consommer les choses, car l'idée est bel et bien de produire un service qui va vous servir à quelque chose, qui va par exemple vous donner la possibilité de consommer vos séries télé de telle manière, de ceci, de cela. Ce qui nous amène à certains des incroyables travers de la question. Vous avez par exemple le binge-watching, où on sait très bien que Netflix a inventé une manière où... Mais c'est à ça que servait le corps humain, c'est évident, quand on a eu des milliers d'années avant d'arriver à l'état dans lequel nous sommes, et dans lequel nous sommes maintenant dans un état où, c'est certain, les facultés cognitives sont censées être au sommet de ce qu'elles étaient, par justement le fait que, génération après génération, des gens se sont efforcés à faire survivre des cultures qui, de manière concomitante, ont fini par donner l'état culturel de cette somme de savoir qui représente l'humanité, et que maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on en a fait ? Eh ben, je vais aller poser mon cul sur ce sofa, je vais aller allumer ma télévision et je vais me bouffer l'intégralité de, je sais pas, moi, Breaking Bad, ce qui est une bonne série télé, d'accord, ou Better Call Saul, qui est une bonne série télé, d'accord. Il faut se dire que c'est aussi un moment où vous avez, paradoxalement, par des systèmes comme ceux-ci, la possibilité d'avoir des séries que, décidément, vous n'auriez pas eu autrement. Là où, et c'est certain, il y a toujours eu un mythe du créateur dans la question télévisée. Ça a commencé dans les années 60 avec... Est-ce que c'était dans les années 60? Peut-être ça a commencé en 59, je n'en sais plus rien. Twilight Zone de Rod Serling, où un type a décidé de se battre contre les édits de la manière dont on pouvait faire de la télévision à l'époque, de les changer et d'ainsi donner plus de liberté aux auteurs qui étaient dedans, qui étaient généralement aussi, principalement Rod Serling et Richard Matheson et des gens comme ça, mais bref, voilà. Et que, est-ce que maintenant que l'intégralité des activités qu'on est censé organiser à travers les réseaux sociaux, qui sont un système de monétisation et d'évaluation totale de ce qui est possible, et vu que ce qui compte, ce n'est pas le contenu, c'est le contenant, medium is message, McLuhan, tout ça, vous vous retrouvez dans une situation où, décidément, voilà, vous êtes arrimé à votre fauteuil, comme moi je le suis actuellement, vous ne le voyez pas, mais en fait je n'ai pas de jambes, les jambes sont en réflexion, et que décidément vous vous retrouvez dans la situation où ce qu'on exige de vous, c'est non plus que vous consommiez quelque chose comme un amateur érudit, mais que vous alliez jusqu'à l'excès ultime, qu'en quelque sorte que... Voilà, binge-watching, à la base, ça vient du binge-drinking, où les gens se mettaient près dans 45 minutes à la vodka en Angleterre, parce que décidément, vous savez, le pub, il se ferme à telle heure, et que regardez, moi je suis trop chlasse, parce qu'il est 8 heures, etc. Voilà, c'est des hardcore gamers, parce que voilà, c'est des gens, ils sont sérieux dans la manière dont ils jouent. Ils sont hardcore.
Pas nécessairement dans le sort de hardcore pornographie, c'est pas comme s'ils se mettaient leur Kinect dans le cul ou des trucs comme ça, ou peut-être qu'ils le font, peut-être que c'est comme ça qu'on fait pour jouer correctement un Kinect, la question se pose, mais toujours est-il que ils sont sérieusement joueurs, ils sont tellement joueurs qu'on ne peut pas plaisanter là-dessus. Je veux dire, c'est une religion pour eux, c'est pas juste une extraordinairement délicate production de l'état humain qui tend parfois à être de l'art sans l'être automatiquement. Je me rends compte qu'on me l'a reproché dans la dernière vidéo, c'est vrai. Mais je pense que tout peut faire un chef-d'œuvre. Il faut simplement que quelqu'un s'y mette avec une vision artistique et qu'il décide de faire une œuvre. Petit retour sur ma vidéo, comment critiquer le jeu vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, vous pourriez la regarder peut-être. Ce qui pourrait en fait contextualiser une portion de ce que je dis ici. Enfin bref, j'aurais dû le dire plus tôt. Toujours est-il que vous avez aussi le hardcore gaming qui devient professionnel. C'est des gens, ils sont joueurs, qui est censé être une activité qu'on fait afin de se délasser d'autres choses, de manière professionnelle. Parce que ce sont des athlètes de la chose. Et il est certain que par rapport à l'incroyable monde des gens qui jouent, ils ont poussé la perfection de leur capacité à se plier à un système qui est produit comme uniquement une source de revenus, ils ont arrivé à en faire une source de revenus pour eux. Bref, ils sont devenus les enfants posters d'un système qui en peut maintenant faire le symbole publicitaire qui est nécessaire à faire encore plus de gains sur la question, et que décidément c'est pour ça qu'on fait des tournois, parce qu'alors il y a toujours ces incroyables retombées des médias généralistes. Ces gens gagnent de l'argent en jouant aux jeux vidéo. Et ça leur donne l'incroyable, terrible possibilité de faire passer des trucs qui sont des messages un peu plus positifs, genre, mais oui, ces gens, ils ont fait des efforts incroyables pour leur corps, par le sport. Non, en fait, ils ont fait des incroyables efforts pour se péter les mains sur des jeux, et que maintenant, on a rentabilisé leur effort. Et c'est très bien, tant mieux pour eux. Nostalgie et nouveauté et autres arguments de vente. Alors vous avez divers types d'arguments, comme les trucs qui sont à la mode. C'était à la mode, donc ce sera de nouveau à la mode. Ou alors ça c'est neuf, ce n'est jamais sorti avant, maintenant vous pouvez avoir une montre, c'est un téléphone. Pourquoi pas? Je viens de l'époque où on a essayé de faire les consoles de jeux, que c'était un téléphone, il fallait pouvoir lire les choses, et alors ils étaient là. Allô? Oui, c'était très pratique, c'était comme ça. Toujours est-il que il y a certainement des choses qu'on essaie de vous dire comme elles sont neuves. Vous n'avez jamais vu ça avant. C'est un robot, il vole, vous pouvez filmer avec. La science-fiction est arrivée dans votre quotidien. Vous êtes là, c'est pas vrai, ça coûte combien? 700 €. T'es là. J'ai envie de vivre dans un monde de science-fiction. Je vais me payer le truc à 700 €. C'est très bien. Vous avez des trucs qui sont censément rétro. C'est-à-dire qu'on a essayé de vous vendre un truc qui est produit maintenant, avec les outils de maintenant, avec les matériaux de maintenant. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est amusant, c'est que tout ça vient en fait du monde de la mode, où on vous vend des collections qui sont recyclées 2 fois par an, où décidément on essaie de vous faire « Oh, mais dans 6 mois, il faut mettre tout ce que vous avez à la poubelle, dans 6 mois, tout ce que vous avez va à la poubelle, dans 6 mois, tout ce que vous avez à la poubelle. » Et c'est un peu comme ça qu'on fait une demande là où il n'y en avait pas. Avant, on produisait des habits qui pouvaient se tenir sur votre peau pendant 10 ans, qui n'était pas érodé immédiatement par le fait de frotter votre corps dessus, et que décidément c'était à ça que c'était censé servir. Et qu'à l'époque, il y avait une évolution sensible des mœurs, où on se disait que oui, bah, si vous avez acheté un complet veston au début des années 50, en 55, il sera ringard, mais décidément, vous pourriez encore le porter, avoir l'air simplement un peu démodé, et que décidément, les courbes et les rapidités de ces incroyables systèmes étaient moins rapides que les successions de révolutions, de conneries qui sont produites par le système qui essaye de vous vendre de la merde, n'avait pas lieu tous les 3 mois, où maintenant vous avez Apple, un iPhone tous les ans. Pourquoi? Pour vous soutirer plus d'argent. On ne peut pas nécessairement dire qu'il y a une fondamentale différence entre un téléphone iPhone et son successeur direct, sauf évidemment quand ils font une évolution particulière dans le domaine du... Et maintenant, vous pouvez téléphoner 10 minutes dessus. On a une meilleure batterie. T'es là, ah super. Toujours est-il que des trucs censément rétro. Je suis certain que maintenant on est en train de se diriger vers un moment où on sera dans la nostalgie des années 2000, parce que la nostalgie des années 90 c'est déjà fait, on a déjà vu la nostalgie des années 60, où on a fait un grand moment nostalgique autour des années 60, où tout d'un coup on se retrouvait avec on va exploiter de manière super capitaliste le sentiment des gens qui ont fait mai 68. Alors ils l'avaient déjà fait dans les années 80, c'est des gens, ils avaient des grands fondements philosophiques, éthiques forts, sains, etc., et que tout ça nous aura donné quoi? L'envie de vendre leur cul dans les années 80 pour pouvoir se payer de la chenouf et des jouets jolis à leurs enfants, ce que je peux parfaitement comprendre, mais néanmoins, c'est pas très sain. Et donc vous aviez des effets de stratégique retour des systèmes techniques qui vous font penser qu'on va s'inspirer d'eux sans le faire réaliste, parce que je pense qu'il y a aussi, par exemple, un marché dans le domaine de l'habit, ce serait de faire des habits des années 60, 70, 80, nanana, dans les matériaux de l'époque. Ce qui ferait soudain qu'en plus ce serait utilisable pour faire des films rétro quand on est par exemple producteur de vidéos sur internet, qu'on a envie de faire, je sais pas moi, un épisode qui serait passé dans les années 70. On pourrait écouter de la funky music et d'aller dans le disco dancing en ayant envie de rencontrer Scarface, par exemple.
Donc le truc est censément rétro. On essaie de vous vendre un truc qui a rien grand chose à voir avec ce que c'était à l'époque, mais on vous l'a marketé comme quelque chose que vous avez vu dans votre enfance, ou que vos parents portaient, ou que décidément vous avez vu dans des films, et voilà où on se retrouve. C'est pour ça qu'il y a des gens qui fument la cigarette que James Dean fumait dans les films. Parce qu'ils ont l'impression alors qu'ils ont une certaine de fureur de vie. Je connais pas beaucoup de films avec James Dean, je dois dire, j'aurais dû utiliser un autre système de représentation, un autre forme de référence à la culture populaire, afin que vous ayez compris. Il y a aussi des choses qui vous sont vendues comme, décidément, non seulement rétro, mais prétendument intemporelles. C'est la différence entre, par exemple, une émission comme Danger Five, qui est un tokusatsu australien où des gens font semblant de se battre contre Hitler dans ces incroyables habits qui sont pas en lurex, mais presque. Lurex, c'était la structure dont étaient faites les habits les pyjamas, les habits dans Star Trek, et que voilà, qu'ils se battent contre Hitler dans les années 40, puis dans les années 80, parce que décidément, ils ont fait une seconde saison. Et donc ça, c'est un truc qui est rétro. De l'autre côté, vous avez le côté du produit intemporel, comme par exemple, je sais pas moi, The Artist, avec Jean Dujardin, et c'était un film qui est une repompe de un hommage au cinéma des années 30-40 et un hommage réussi avec un cure placé au bon endroit, mais cependant, bon bah voilà, un plagiat continu de séquences et de séquences et de séquences et de séquences qui sont des références, parce que si vous n'avez pas compris la référence, bah vous avez pensé qu'il y avait une forme d'invention dans le truc et que vous étiez un peu dupe. Un jeu de dupe et tout ça. Et pourquoi pas? Donc, quand j'étais plus petit, on parlait de films cultes, de trucs cultes. Et c'est pour vous donner une vague idée de quel niveau de ferveur une œuvre réellement bien réussie peut avoir chez les gens qui l'ont vu. Vous n'imaginez, c'est pas ça, mais il fut un temps où il était très difficile de voir Doctor Who les anciennes saisons. Très très dur. Pareil pour Chapeau melon et bottes de cuir. Je sais pas pourquoi j'utilise que des exemples Sapphire and Steel, par exemple. Tous des trucs étaient super durs à voir. Et que maintenant, grâce à cette espèce de vague engouement publicitaire autour de la culture geek, au moins des choses positives auront été faites. C'est-à-dire qu'une portion de cette terrible forme d'imaginaire de l'humain aura été assurée dans sa pérennité pour les générations futures. Et c'est ça le message de la chose, c'est que ce qui restera de tout ce fatras que vous avez actuellement sous les yeux sera la culture des générations futures. Et ça, qu'elle soit populaire ou pas, d'ailleurs. C'est pas parce que quelque chose est populaire qu'il est bon. C'est pas parce que quelque chose est bon qu'il est populaire. Réfléchissez-y. Et voilà. Faites donc gaffe à ce qui sera le plus partagé dans le futur. Réfléchissez-y. Faites une sélection entre le bon grain et l'ivraie. Essayez de faire survivre des choses qui méritent de survivre. Je veux dire, on n'aura pas besoin de générations entières de trucs à la con dans le futur, si ce n'est éventuellement comme source historique. Regardez, c'est ridicule, les gens ils aimaient ça à cette époque-là, si c'est pas étrange d'un point de vue ethnographique, parce que c'est un peu ça qu'a la valeur particulière de la culture populaire, c'est qu'elle sert à illustrer des époques par directement la possibilité qu'on a de se plonger dans ce que les gens voyaient à l'époque. Vous pouvez prendre un livre de Dickens, vous pouvez le lire, il est compréhensible, il est intéressant, il est beau, et ça vous permet de comprendre ce que les gens considéraient comme divertissant il y a quelques siècles de ça, pas des masses d'ailleurs. Et vous pouvez essayer de revenir en arrière, vous pouvez essayer de voir précisément ce que les gens considéraient comme intéressant dans Chrétien de Troyes. Dans le domaine de la légende. Très intéressant système narratif, l'un des premiers romans, ça vous permet aussi de voir comment le roman est arrivé. Sans se presser. Non, ça c'est Zorro. Toujours est-il que voilà, c'était en quelque sorte une forme de réflexion autour de la question. Alors je sais que ce n'est pas nécessairement dans les genres de trucs que je fais, mais je me suis dit qu'une fois par an, j'avais le droit de faire un vlog, et que décidément, le fait que j'ai choisi ce sujet-ci en particulier, c'était pour pas me répéter par rapport à ce que j'avais dit l'année passée dans le domaine du jeu vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ceci jusqu'à ce stade-ci en particulier. J'espère que vous aurez pu trouver quelque chose d'utile à vos réflexions à vous dans ce petit truc qui était simplement une somme de petites cogitations qui me traînent en tête depuis quelques années et que je me suis dit qu'il valait mieux, si pas posé sur papier, autant l'immortaliser quelque part, du moins jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'électricité, que nous soyons dans un monde post-apocalyptique. Voilà.